vidéo que j'ai trouvée intéressante parce que, enfin, littéralement, ça explique qu'aujourd'hui, on peut avoir des pratiques sans savoir l'origine de la chose. Donc, il y a pas mal de choses qu'on récupère de droite à gauche, mais on ne se questionne pas sur l'origine de cela. Alors, donc aujourd'hui, comme l'expliquait Foulélé tout à l'heure, on va parler de la problématique des mutilations, ce qu'on appelle les mutilations génitales féminines. Donc, ça consiste notamment en l'ablation de tout ou partie du sexe de la femme. Donc on peut couper par exemple le clitoris, les grandes lèvres, les petites lèvres. Donc c'est ce qu'on appelle sous le terme d'excision ou de mutilation génitale féminine. Alors, donc comme il a dit Foulélé, aujourd'hui on croit que c'est la tradition africaine. Et parce que donc c'est la tradition africaine, on croit que c'est la tradition africaine, mais les gens ont du mal à abandonner leur culture. Donc comme on dit que c'est la culture, bon, il y en a qui vont rester dans cette croyance-là, et ils vont faire des choses parce qu'on a dit que c'est la culture. Donc, on nous a répété depuis des millénaires et des siècles et des siècles que c'était notre culture. Donc, il y en a qui vont rester dans cette culture. Et puis, sur ce dossier, vous avez également ce que moi j'appelle les moralisateurs occidentaux. Donc, qui viendront dire aux Africains, oui, abandonnez votre culture, c'est la barbarie, vous êtes des sauvages. Donc, ils viendront nous parler avec ce discours-là. Alors, donc le thème de la conférence, c'est de chercher des solutions, parce qu'aujourd'hui, les Africains et les Africaines se plaignent de ce problème, soi-disant. Et donc c'est d'essayer de proposer des solutions pour voir comment on peut éradiquer ce fléau-là qui tue l'Afrique. Alors, moi, les solutions que je propose, c'est d'ordre culturel. C'est-à-dire que quand on connaît sa culture et quand on est dans sa culture, eh bien, on peut trouver les meilleures solutions pour s'en sortir. Donc, sans la connaissance de la culture, ce n'est pas possible. Et donc, en parlant donc de culture, si on dit que l'excision, c'est dans la tradition africaine, ben, ça explique pourquoi il y en a qui tiennent à cela. Donc, mais si on démontre que ce n'est pas notre tradition, eh ben, il n'y aura plus de raison à continuer à pratiquer ces ablations-là. Donc, pour donner un équivalent, ce qu'on appelle excision, c'est l'équivalent chez les hommes de ce qu'on pourrait appeler la circoncision. C'est-à-dire qu'on coupe, par exemple, le prépuce chez les hommes. Alors, du point de vue historique, on dit que, du moins, certains auteurs prétendent que cette pratique de l'excision proviendrait de l'Égypte pharaonique. Donc, ce qu'on appelle l'Égypte antique ou l'Égypte pharaonique. Donc déjà, il faut se poser la question de savoir est-ce que cette pratique-là provient vraiment de ce lieu-là? Est-ce que ça provient de l'Égypte? Et donc, pour dire que ça provient de l'Égypte ou pas, il faut apporter des sources, donc des preuves historiques qui viennent attester cela. Or, toutes les preuves qu'on trouve sur l'Égypte, sur cette Égypte dite pharaonique, nous révèlent que la première mention de l'excision remonte au règne des Ptolémées au IIe siècle avant notre ère. Les papyrus en témoignent. Donc ça c'est par exemple un auteur, Françoise Couchard, qui écrit dans son livre d'excision que la première mention, donc la première trace qu'on a de l'excision dans l'histoire de l'humanité, ça revient en fait du règne des Ptolémées en Égypte. Sauf qu'on va se rendre compte que quand on parle des Ptolémées, ce ne sont pas des Africains. Donc les Ptolémées, ce sont des envahisseurs macédoniens, donc ce sont des Grecs, des Romains et autres. C'est ceux-là qui viendront coloniser l'Afrique, comme aujourd'hui en Afrique du Sud par exemple, ou dans le nord de l'Afrique, on a des Arabes qui sont venus coloniser, ça donne ce qu'on appelle le Maghreb. Et en Afrique du Sud par exemple, vous avez ces Européens-là qu'on appelle africaneurs qui sont venus coloniser cette partie-là. Donc en fait les Ptolémées, ce sont des Grecs, donc des Européens, qui ont quitté l'Europe pour venir envahir l'Égypte. Et ce sont ceux-là qui ont apporté, comme le dit le texte, l'excision dans cette partie de notre continent. Là. Vous avez un autre auteur, par exemple, qui est Paul Galiungi, qui nous apprend qu'un papyrus grec de l'an 163 avant Jésus-Christ déclare que la fille d'un certain Éphoris, ayant atteint l'âge de se marier, devait être circoncise. Donc là, on voit que c'est un papyrus grec qui vient parler d'excision. Donc pour exciser une fille grecque et non pas une égyptienne.
Et vous avez encore un autre auteur, Lynn Meckel, qui écrit que les textes de la période gréco-romaine mentionnent l'excision, mais parlent des Grecs plutôt que des Égyptiens. Donc on voit que toutes les sources qu'on a sur l'excision en Égypte pharaonique, comme on dit, c'est à la fin de l'Égypte. Donc c'est pendant la période de ce qu'on appelle la colonisation, mais en fait c'est l'invasion de l'Égypte par des étrangers. Donc ça, on voit que l'Égypte, du moins l'Égypte pharaonique authentique, qui est africaine, bantou comme on dit, n'a pas inventé l'excision, du moins d'après ces traces historiques. Alors, maintenant on peut se demander, est-ce que ces Grecs-là, donc les Ptolémées, est-ce qu'ils ont appris l'excision en Égypte, en venant en Égypte, ou est-ce qu'ils ont ramené ça chez eux? Donc comme on va le voir, en Égypte, il n'y a pas de trace d'excision. Par contre, quand on fait la recherche historiographique et historique sur l'Égypte, sur l'excision, chez les Grecs par exemple, ou chez les Romains, on va trouver des sources très abondantes. Par exemple, vous avez des auteurs qui écrivent, donc toutes les citations, c'est dans le livre, hein. Là je vais au plus près. Il y a des auteurs par exemple qui nous disent que les manipulations chirurgicales des parties génitales ne sont réprimées ni dans l'Orient ancien, ni dans la Grèce classique, ni dans le monde hellénistique. Donc ce texte en fait nous dit que déjà dans le monde hellénistique, dans la Grèce antique ou dans la Rome antique, ils pratiquaient déjà l'excision, que ce soit sur les jeunes filles ou que ce soit la castration sur les garçons. Vous avez un autre texte qui nous apprend qu'en Lydie, donc la Lydie c'est aussi un pays d'Asie mineure, donc dans cette partie-là, les rois de Lydie faisaient castrer les femmes là-bas. Donc en gros, ils portaient atteinte à leur organe génital. À Rome, sous l'empereur Trajan, donc c'est 53 à 117, vous avez un médecin qu'on appelle Soranos. Et donc ce médecin, lui, il écrit tout un ouvrage. Et dans cet ouvrage-là, donc, il décrit avec les pratiques de mutilation génitale féminine. Donc il dit comment il faut exciser la femme, comment il faut castrer la femme. Il présente même les outils, les instruments avec lesquels il faut porter atteinte au sexe de la femme. Vous avez au Moyen-Âge en Europe, vous avez cette idée d'asymétrie entre le sexe de l'homme, donc le pénis, et le sexe de la femme. Donc on va dire que le clitoris chez la femme, c'est en fait le pénis qu'elle a pris à l'homme. Vous avez cette idée-là où on va dire que dans le clitoris chez l'homme, c'est la femme, et le prépuce de l'homme, c'est en fait une assimilation du sexe de la femme, mais chez l'homme. Donc il y aura cette nécessité, du moins, cette explication androgyne de l'être humain, qui va expliquer pourquoi il faut exciser la femme et pourquoi il faut circoncire en fait l'homme. Donc une autre citation donc, nous dit qu'au Moyen-Âge, donc cette fois-ci c'est l'Église catholique au Moyen-Âge, vous avez donc des gens comme les théologiens avicéniens, Albert le Grand. Donc ça c'est en 1200. À partir de 1200, donc lui, il va inciter à la circoncision du clitoris des femmes. Donc, il dit qu'au faute d'exciser la femme, il faut l'enfermer dans des harems, parce que dans leur imaginaire, la femme, c'était l'équivalent du diable. Vu qu'elle contient pas mal de démons en elle, il fallait l'exciser pour amoindrir ses pulsions. Ou alors, si on ne l'excisait pas, il fallait faire ce que faisaient les Arabes, il fallait les mettre dans des harems. Donc les harems, c'était des lieux où on enfermait toutes les femmes, et où le roi, par exemple, allait chercher les femmes quand il avait besoin de satisfaire ses besoins sexuels, par exemple. Donc vous avez encore d'autres sources qui nous apprennent que des médecins pratiquent des clitoridectomies. Donc les clitoridectomies, c'est l'excision, c'est un autre mot pour dire excision. Donc des clitoridectomies culturelles ou religieuses en Europe. Le panorama du médecin du 14 novembre 1977, donc là on est remonté de la Grèce antique, de la Rome antique, et là on est en 1977. Donc ce médecin, du moins ce journal, relate que les chirurgiens suédois pratiquaient sur des Suédoises, donc des Européennes entre eux, ces ablations. Ça. Et en Angleterre, vous avez les quotidiens Le Médecin, donc de 1982, qui parle des chirurgiens à Londres qui pratiquaient l'excision sur les femmes. Donc on voit que là, ce sont les Européens entre eux qui pratiquent
l'excision, donc l'ablation du sexe de la femme, en Europe, entre eux toujours. Alors, vous avez l'OMS, vous avez un document de l'OMS que donc vous avez ce document de l'OMS qui dit que l'excision, donc les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées au Proche-Orient. Donc vous avez l'Égypte, le Yémen, Sultanat d'Oman, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Arabie Saoudite, le Qatar, Israël. C'est également pratiqué dans l'Asie du Sud-Est, donc l'Indonésie, Malaisie, en Inde, en Pakistan, ou en Asie occidentale, telle que le Kurdistan. Donc on voit que là, on parle bien de pays eurasiatiques, donc l'Europe, l'Asie, ce qu'on appelle les Indo-Européens, et il ne s'agit pas du tout d'Africains, comme on dit. Alors, là, je vais procéder à donner des exemples de peuples eurasiatiques qui pratiquent, qui mutilent le sexe de leurs femmes. Donc vous avez par exemple les Hébreux. Ça, c'est Strabon qui nous apprend que les Juifs pratiquent l'excision des femmes. Ça, c'est dans son ouvrage de géographie. Chez les Arabes, vous avez par exemple l'auteur, le comte de Buffon, qui dit que les Arabes circoncisent leurs filles. Donc, on parle de circoncision féminine. Vous avez également le comte de Niébur qui écrit qu'à Bagdad, les femmes de race arabe font aussi circoncire leurs filles. Donc là, on voit que c'est une pratique qu'ils font entre eux. Aux États-Unis d'Amérique également, vous avez la circoncision qui est faite sur des femmes blanches, donc ce qu'on appelle les blanches. C'est ce qu'ils appellent la clitoridectomie. Comme j'ai dit, c'était un autre mot pour parler d'excision. Donc au XIXe siècle, aux États-Unis, les Afro-américaines et les lesbiennes, puis les prostituées, étaient considérées comme ayant un grand clitoris et de petites lèvres déformées, signe de leur manque de valeur morale. En effet, les médecins vont attribuer au clitoris diverses pathologies telles que l'hystérie, l'épilepsie, l'homosexualité et la nymphomanie. Donc la nymphomanie, c'est la masturbation féminine comme on dit, ou du moins la proportion à une sexualité débordante. Donc pour traiter ce qu'ils vont appeler maladie, eh ben, ils vont promouvoir l'excision des femmes. Donc aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, ils excisent encore leurs femmes. Donc pas des Africaines, mais des Américaines blanches comme on dit. Donc vous avez par exemple, c'est un auteur, une Américaine, qui a subi elle-même l'excision, donc qui relate dans une vidéo, c'est juste pour voir son image. Elle raconte comment elle a subi l'ablation génitale féminine, donc l'excision. Et ça, c'est depuis les années 1800. Donc elle écrit dans son livre que l'ablation génitale des filles et des garçons a été introduite aux États-Unis à la fin des années 1800. A lot of people aren't aware of the fact that they used to cut little girls' genitals in the United States of America. And because I found out that I had been cut, I became very interested in the quality of life that I know is missing in my own life and also in the lives of many, many millions of men in this country. I didn't find out about my own circumcision until I already was an activist. I was talking with a young man who is a psychologist in Palo Alto at the VA Center who works with post-traumatic stress. And he was talking in a certain way about women and about his mother and about, you know, his job that made me wonder, why are men the way they are? La vidéo en anglais, mais c'est juste pour voir l'auteur. Donc c'est cette dame-là. Donc là, on voit que c'est une américaine, une blanche. Mais ça, vous allez voir qu'on n'en parle jamais. Quand on parle d'excision ou de ce genre de choses, d'infibulation, ben, on indexe tout le temps les Africains. Alors que là, on voit que c'est une blanche, pour ainsi dire, qui a subi cette pratique-là. Et elle a écrit un livre qui s'intitule The Rape of Innocence. C'est dans ce le viol de l'innocence. Voilà.
Donc c'est dans ce livre qu'elle explique comment elle a subi non seulement sa propre excision, mais comment, voilà, donc c'est ça la couverture du livre. Elle explique comment aux États-Unis on excisait depuis très longtemps des filles, donc les filles comme les garçons d'ailleurs, et on voit qu'ils parlent d'eux et non pas d'Africains. Mais ça, vous allez voir qu'on ne vous en parle jamais à la télévision quand on parle d'excision. Tout de suite, on vous montre l'Afrique miséreuse et misérable et qu'il faut sauver. Alors, donc j'ai dit que jusqu'à aujourd'hui encore, ils pratiquent l'excision. Donc, il faut jouer sur la subtilité de mots. C'est ce que j'appelle moi le camouflage sémantique. C'est-à-dire que pour parler de l'ablation du sexe de la femme, quand ils parlent de l'Afrique, ils vont employer le mot excision ou mutilation génitale féminine, ou il y a d'autres vocabulaires. Mais quand ils parlent de leur excision à eux, qui est mot pour mot la même chose, ils parlent de nymphoplastie. Donc là, le vocabulaire change justement pour tromper la conscience des gens, alors qu'il s'agit ni plus ni moins que de la même chose. Donc vous avez par exemple une étudiante, Dina Bader, qui a fait un mémoire là-dessus, où elle parle de la nymphoplastie. Elle dit que ça s'appelle également la bioplastie. Donc c'est une chirurgie ambulatoire qui consiste à réduire les petites lèvres dans le cadre médical ou esthétique. Donc l'auteur rajoute en disant que si l'on se réfère à la typologie de l'OMS sur les mutilations génitales féminines, on constate en effet que la nymphoplastie correspond au type 2A, donc je vais vous montrer, soit à l'ablation des petites lèvres. Et plus loin, l'auteur écrit encore qu'à l'origine, la nymphoplastie est une chirurgie connue sous le terme d'excision. Donc, on voit que cette pratique-là, il la nomme de la même façon, mais pour changer, pour nous distraire, justement, ils vont camoufler les choses. Donc là, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai pris sur un site internet d'un médecin, donc le docteur Yohan Derry, qui pratique l'excision. On voit que là, c'est des blanches, des européennes. Donc là, c'est avant, et là, c'est après. Ça, c'est ce qui se fait là, à l'heure où je vous parle. Donc, vous allez sur le site, par exemple, de ce médecin-là, vous avez, on voit que là, il y a eu des ablations génitales féminines. Alors, donc ça, comme dit l'auteur que je viens de citer, ça correspond à ça. Donc ça, c'est une excision classique. On voit que c'est la même chose. Mot pour mot. Donc là, je vais vous passer ça, comme ça vous pourrez regarder. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, enfin du moins, c'est ce qu'ils appellent eux la nymphoplastie. Mais ce n'est ni plus ni moins qu'une ablation génitale, une mutilation génitale féminine, comme on dit. C'est l'excision. Donc c'est juste le vocabulaire qui change. Et donc l'auteur poursuit en disant qu'au Royaume-Uni, donc en Angleterre, en France, en Belgique, en Suisse, on a des cas de justement de cette nymphoplastie-là, donc de cette excision. Donc, au Royaume-Uni, voilà. Donc, vous voyez que c'est mot pour mot la même chose. Les mêmes coupures, voilà. Donc, l'autre document, c'est ce que fournit l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et ça, c'est ce que j'ai pris sur le site justement pour montrer. Donc, l'auteur écrit que des filles de 15-16 ans, voire 10-11 ans, en Angleterre, donc entre les blancs, demandent la nymphoplastie, avec l'accord de leurs parents. Si le Royaume-Uni connaît des chiffres en très forte hausse, 1118 nymphoplasties en 2008, donc en 2008, il y a eu près de 2000 filles anglaises qui ont été excisées. Donc rien que dans le secteur, ça c'est rien que dans le secteur public. On comptait 669 en 2007 et 400 en 2006. Donc dans le domaine, dans le secteur privé, c'est encore pire. Parce que là-bas, ce n'est pas déclaré, vu que ce sont des chiffres qui sont contrôlés. Et cette nymphoplastie, ben, vous allez retrouver ça en Asie, vous allez retrouver ça en Australie. Donc on voit que là, c'est entre eux qu'ils pratiquent l'excision, pour ainsi dire. Donc, en Indonésie, si tu as la vidéo, en Indonésie, c'est également pratiqué. Donc c'est France 2 qui avait fait un reportage dessus à l'époque, il y a quelques années, en 2012. Et là, vous allez voir que l'excision est répandue dans tout le pays.
Reta, 5 ans, vient tout juste d'être excisée. Une centaine d'autres fillettes sont réunies pour la même raison dans cette clinique improvisée à Bandung, au sud-est de Jakarta. En Indonésie, la procédure consiste en général à piquer le capuchon du clitoris avec une aiguille stérilisée. Je voulais que ma fille soit excisée parce que d'après l'islam, c'est une bonne chose à faire. Dans le pays musulman le plus peuplé au monde, cette pratique visant à garantir la pureté sexuelle est très répandue. Mais depuis que les Nations Unies ont interdit les mutilations génitales féminines, l'Indonésie lutte pour défendre cette tradition. Les autorités assurent que la piqûre ou le frottement du capuchon clitoridien pratiqués ici sont sans danger. En Indonésie, nous pratiquons le type 4 de la classification des excisions. C'est très différent des 3 autres méthodes qui sont classées comme des mutilations et vont de l'ablation partielle à l'ablation totale du clitoris. La plus haute autorité islamique du pays s'est opposée à l'appel de l'ONU pour bannir cette pratique, dénonçant une définition trop vaste de ce qui constitue une mutilation génitale féminine. Si l'ONU compte interdire cette tradition telle qu'elle est pratiquée en Afrique, nous sommes d'accord. Mais si la procédure est réalisée selon les enseignements islamiques, alors nous devons donner au peuple le droit de la pratiquer. Pour les militants, cette pratique est tout simplement une atteinte aux droits des filles. Et les formes plus drastiques d'excision, telles que pratiquées dans certains pays d'Afrique, existeraient toujours en Indonésie. L'impact de l'excision est très dangereux pour la femme. C'est pour ça qu'il n'y a rien à gagner sur le plan médical. Et d'un point de vue religieux, la pratique est vraiment discutable. Malgré la vague d'opposition aux mutilations génitales féminines à travers le monde, les musulmans indonésiens veulent continuer à pratiquer ce rituel important et, selon eux, inoffensif. Donc on voit que quand il parle d'eux, c'est avec des pincettes. Et quand il parle de l'Afrique, bon là c'est normal, c'est des sauvages qui font des pratiques barbares, alors que là on voit que c'est entre eux et ils le font depuis très longtemps. Alors, un dernier exemple, c'est par exemple en Russie par exemple. Donc en Russie également, ils pratiquent et ils ont pratiqué ces mutilations. Vous avez par exemple ce qu'on appelle la secte des Skoptsi. Donc ça c'est en 1772, au sud de Moscou, dans le gouvernorat de Tula. Donc ils pratiquaient la mutilation génitale féminine. Donc vous avez plusieurs niveaux de ces mutilations. Alors vous avez par exemple l'ablation. Donc ça pour les hommes. Donc c'était en fait une secte qui pratiquait l'ablation tant des hommes que chez les hommes que chez les femmes. Donc chez les hommes, ils avaient ce qu'ils appelaient le premier saut, ou première purification, qui consistait en l'ablation des testicules. Donc ça c'est la castration, ce qu'ils appellent la castration. Le deuxième saut, c'est l'ablation des testicules et du pénis. Donc cette forme a été introduite vers 1817. Alors, chez les femmes, vous avez le premier saut qui consiste dans l'amputation des mamelons ou de la totalité des seins. Et le deuxième saut, en l'excision du clitoris ainsi que des petites et des grandes lèvres. Donc ça, c'est ce qui se faisait en Russie en 1772. Donc on voit que là encore, c'est entre eux qu'ils pratiquent cette coutume-là. Alors, on peut peut-être dire expliquer pourquoi ils pratiquent l'excision en fait des femmes. En fait, il y a plusieurs raisons, mais les raisons les plus évidentes, c'est que la femme en Eurasie, elle est considérée comme inférieure à l'homme. Donc, comme j'ai expliqué dans l'idéologie eurasiatique, européenne notamment, et même arabe et d'autres, la femme est infériorisée. Voilà pourquoi dans la Bible, vous avez des références qui disent que la femme doit être soumise à l'homme, ce genre de choses. Donc, parce que la femme a une condition sociale inférieure à l'homme, on peut se permettre de commettre tous les mal sur elle. Tout le mal qui peut lui être fait. Alors, il y a d'autres raisons. C'est comment l'homme eurasiatique, donc européen notamment, occidental, considère lui la femme. Il faut savoir qu'ils ont un rapport belliqueux avec la femme. C'est ce qui va par exemple donner naissance à ce qu'ils appellent aujourd'hui le féminisme. Le féminisme, c'est ni plus ni moins que le combat de la femme contre l'homme. Donc la femme qui se sent méprisée, marginalisée, elle veut réclamer des droits. Donc
à l'époque, ils vont inventer des mythes pour expliquer pourquoi il faut exciser la femme ou pourquoi il faut soumettre la femme. Donc, ils vont par exemple, si vous tapez sur Internet, vous avez le mythe du vagin denté. Donc, en latin, je crois que c'est en latin ou en grec, ils parlent de vagina dentata. Ils expliquaient que le vagin de la femme avait des dents. Où il y avait des serpents qui vivaient dans l'organe sexuel de la femme. Donc, pour ces raisons-là, il fallait tout couper pour éviter de prendre certains risques. Donc, le concept le plus approprié, enfin, ce qu'ils utilisaient à l'époque, c'était vagina dentata. Donc, le vagin denté. Donc, la femme est insatiable, dévorante, dévastatrice, cauchemardesque, comme ils disent. Et donc, pour cela, ça créait une peur dans l'homme. Et pour maîtriser donc la femme qui avait tous ces super pouvoirs-là, qui pouvait bouffer l'homme, eh ben, il fallait justement l'anéantir en pratiquant des coutumes comme l'excision. Ou l'infibulation, qui est une forme d'excision très radicale. Donc vous avez par exemple le prêtre Jean. Donc dans le royaume fabuleux du prêtre Jean, dans tout le Moyen-Âge, ce sont des serpents qui se trouvent dans le vagin. Ailleurs, ce sont des bêtes sauvages qui en gardent l'entrée. Donc ça, c'est des citations qui sont dans l'ouvrage. Donc, on excise aussi la femme pour du moins réduire son plaisir sexuel. C'est-à-dire que comme on a expliqué, ben, elle est dévorante, dévastatrice, elle a toutes les pulsions du monde. Alors comment il faut faire pour réduire ça et pour qu'elle n'empiète pas sur le pouvoir de l'homme? Vu que nous sommes dans un système social patriarcal, eh ben, il fallait l'exciser pour ça. Donc on va l'exciser ou l'infubuler pour contenir ses pulsions sexuelles, pour ainsi dire. Alors, et donc ça va pousser les intellectuels eurasiatiques, européens, arabes, sémites, que sais-je, asiatiques, à créer toute une littérature, toute une philosophie pour déconsidérer, dénigrer la femme. Donc je vais par exemple citer une citation. Il y a un auteur qui écrit, donc c'est Geneviève Roule, Femme et féminin chez les historiens grecs anciens. Donc comment les Grecs par exemple considéraient la femme? Elle écrit ceci. Les femmes sont, selon cette même tradition, normalement privées de raison. Donc Pierre Brûlé fait remarquer que l'iambe des femmes de Sémonide, qui est un auteur latino-grec, de culture latino-grecque, donc qui rapproche les femmes des animaux, renforce la définition plus large voulant que les femmes soient dénuées d'âme, d'esprit et échappent en quelque sorte au genre humain. D'ailleurs, l'Église, le Vatican, l'Église catholique a reconnu que la femme avait une âme dans les années 1950 environ. Aristote positionne lui aussi les deux genres différemment par rapport aux animaux. La femme apparaît comme étant la femelle des femelles et l'homme comme un humain détaché du monde animal. Donc ça c'est Aristote qui dit ça dans De la génération des animaux. On comprend mieux comment le principe de l'âme soit la seule chose selon Aristote qui manque à la femelle. Cette conception, comme celle de Sémonide, rejoint à quelques détails près celle des mythes de Pandore élaborés par Hésiode, selon lequel la femme originelle fut complètement fabriquée, modelée par les dieux et introduite de façon artificielle dans le monde des hommes. Et de cette première femme est sortie la race, l'engeance maudite des femmes, terrible fléau installé au monde des hommes mortels. Donc, vous avez au féminin le côté animal et instinctif, et au masculin, la raison et l'humanité. Donc, la femme est un mal, un piège profond sans issue, et en qui tous, au fond du cœur, se complairaient à entourer d'amour leur propre malheur. Donc, c'est comme ça que les Européens, par exemple, considéraient, et considèrent encore d'ailleurs, la femme de nos jours. Et c'est parce qu'elles étaient considérées comme ça que vous avez des outils pour la torturer, donc pour la dénigrer. Donc là, par exemple, vous avez certains outils qui ont servi à pratiquer l'excision. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par exemple la ceinture de chasteté. La ceinture de chasteté, l'homme, il allait à la guerre par exemple, il faisait porter ça à sa femme pour qu'elle n'aille pas voir dehors. Donc il ramenait la clé avec lui, il fermait le sexe de la femme avec un cadenas et il ramenait la clé avec lui. Donc ça, ce sont des instruments de torture pour exciser la femme, que vous retrouvez notamment si vous vous rendez à Paris au musée Cluny. Vous avez
tous ces instruments de torture. Donc, ce n'est pas de l'invention ou de l'imagination. Donc là, vous avez des ceintures de chasteté, pas mal d'autres instruments qui ont servi à exciser ou à infibuler la femme en Europe. Alors donc là, on voit que les sources de l'excision en Eurasie, partout en Eurasie, des origines à nos jours, on les retrouve parfaitement. Alors maintenant, on va voir si en Afrique, on retrouve le même contexte. Est-ce que, on a commencé, vu que les auteurs disent qu'en Égypte, on retrouve, du moins, c'est l'Égypte qui a inventé cette pratique. On a vu que non. Vu que ce sont les Gréco-Romains qui ont ramené cette pratique, cette coutume en Afrique. Alors, donc les sources, de la même façon que les sources sont très abondantes du côté eurasiatique, indo-européen, et bien vous allez voir qu'en Afrique, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source africaine de cette pratique. Donc on va commencer par l'étude de certaines communautés pour voir si on peut retrouver cette pratique en Afrique. Donc, j'ai par exemple dans l'ouvrage étudié le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui la population pygmée. Pourquoi étudier cette population? Parce que on a estimé que c'est ceux-là qui ont été le moins affectés par l'aliénation occidentale, l'érudition européenne. Donc ils sont restés en vase clos. Donc c'est ceux-là qui sont à même de mieux témoigner de ce que furent les pratiques africaines d'antan. Donc il faut rappeler que ces populations qu'on appelle les pygmées, on les retrouve depuis l'Égypte pharaonique. Donc si on les retrouve depuis l'Égypte pharaonique, ça veut dire que si on retrouve l'excision chez eux, ça veut dire que depuis l'Égypte pharaonique, on a des sources donc de l'excision. Alors, quand on va interroger ces populations qui sont partout en Afrique, on a des témoignages, par exemple, c'était un journaliste qui allait interviewer donc Madame Taya Mbaya. Donc ça c'est à Sibiti, au Congo. Donc en interviewant cette femme, il pose la question suivante. Y a-t-il des cas de viol dans votre société? Et donc cette femme répond, non, les femmes de ma génération et certainement nos ancêtres n'ont pas connu ce phénomène. Donc la question du journaliste, est-ce que les femmes babongo, donc babongo c'est un autre terme, c'est le terme en Congo pour dire pygmée, enfin du moins, ce qu'on appelle vulgairement pygmée. Donc est-ce que les femmes babongo se font-elles exciser? Donc là la réponse avec étonnement de la femme, elle dit que non, une telle pratique reste inconnue chez nous. D'ailleurs, si cela existait, aucune femme moubongo ne l'accepterait. Comment ça peut se faire? Donc ça, c'est ce qu'elle répond. Alors qu'on dit de ces populations que c'est le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Mais on voit que finalement, ce sont ceux-là qui sont plus civilisés que tout le monde. Donc on voit que chez ces populations, on ne trouve aucune trace d'excision. Alors, on a parlé de l'Égypte pharaonique, donc on a vu qu'en Égypte, il n'y avait pas, ce sont les Grecs, donc les Ptolémées notamment, qui ont ramené ça, vu que la première mention, ça date de leur période d'occupation de ce territoire. Donc, pour confirmer cela, qu'il n'y avait pas de mutilation génitale en Égypte pharaonique, vous avez l'auteur Lynn McKell, dans son ouvrage Vie privée des Égyptiens, au Nouvel Empire. Donc, elle écrit qu'aucun témoignage visuel ou textuel ne nous renseigne sur la circoncision féminine à cette époque. Aucune preuve matérielle n'a été découverte dans les nécropoles de Der el-Médine, et dans aucun cas la tombe 1382, le fouilleur a spécialement noté que le corps parfaitement conservé d'une femme, appelée Nubiiti, avait des organes génitaux intacts. Donc beaucoup d'autres momies féminines confirment qu'à cette période, la circoncision n'était guère répandue et qu'elle n'était pas directement liée au statut social. La vieille idée de circoncision pharaonique n'a peut-être pas de rapport avec les pratiques de l'Égypte antique. Et c'est notre propre intérêt pour les rites de passage qui a coloré notre interprétation. Donc là, l'auteur nous dit qu'il n'y a aucune source, donc que ce soit aucune image, aucune iconographie, aucune momie, ne porte de trace de l'excision. Il n'y a même pas de mot pour dire ça. Et que c'est leur interprétation du monde qui a voulu faire croire que l'Égypte a inventé de telles pratiques. Donc, vous avez un autre auteur, donc ça c'est un médecin, Fayad, qui dit ceci. La circoncision féminine n'a pas été connue des Égyptiens du temps des pharaons, dont la civilisation avait à honorer la femme
non seulement comme reine gouvernante, mais aussi comme déesse adorée. J'ai passé des dizaines d'années en étudiant des centaines de livres et de sources sur les pharaons et en examinant les papyrus médicaux qui ont traité toutes les maladies des femmes et leurs médicaments. Je n'y ai trouvé aucune trace de la circoncision féminine. Donc la circoncision féminine, c'est un autre concept pour dire excision. Donc lui, il a étudié quasiment toute la documentation qui existe sur les femmes en Égypte, notamment du point de vue médical, et il nous dit qu'il n'a trouvé aucun document qui parle d'excision. Donc on voit que ce n'est pas une pratique pharaonique, égyptienne, authentique, comme on dit. Alors, autre chose, donc au niveau des langues maintenant, est-ce qu'il existe un mot dans les langues africaines pour dire excision? Vu qu'on voit que excision, en français, vous avez le mot. Et quand vous faites l'étymologie du mot excision, donc exciser par exemple, le verbe exciser, ça vient du latin excidere, donc couper. Et excision, ça vient de excisio. Donc on voit que ex, vous avez la notion de couper dans le concept d'excision. Or, dans les langues africaines, si je maintiens par exemple au mot qu'on véhicule beaucoup, si vous avez un mot qui servirait soi-disant à dire excision. Et c'est le mot salinde que vous allez retrouver notamment dans pas mal de littérature. Or, que signifie salinde? Est-ce que salinde, on a la même étymologie qu'en latin qui signifie couper, excisio et autres? Alors, vous avez un auteur qui nous dit qu'en soniké, par exemple, on utilise le mot salinde qui vient de sali, prière, mais aussi fête, et qui signifie donner droit à la prière. En Bambara, c'est le terme boloko de bolo, main, qui est employé, c'est-à-dire laver les mains, purifier les mains. Donc on voit qu'on utilise un mot qui ne veut même pas du tout dire excision. Salinde, ça vient de sali, qui signifie la fête. Donc on voit que la fête, ce n'est pas coupé. Donc on voit que dans les langues africaines, voilà d'ailleurs pourquoi j'ai écrit cet ouvrage d'Andinga, qui nous parle de l'importance des langues. Donc si on veut retrouver des pratiques dans une culture, dans une civilisation, il faut d'abord étudier aussi la langue, parce que si dans la langue, il n'y a pas le mot pour dire quelque chose, même si on l'inventerait plus tard, ça signifie que dans cette culture-là, il n'y a pas de ces pratiques-là. Donc là, on voit que le mot salinde ou boloko, chez les Bambara, ça ne signifie pas du tout couper. Mais on utilise ce concept à tort pour parler d'excision ou de mutilation génitale féminine. Alors, donc, maintenant, on va voir pourquoi l'excision ne peut pas être une pratique africaine. L'excision ne peut pas être une pratique africaine parce que vous avez ce que certains auteurs appellent la clitorisation. Et la clitorisation, c'est quoi en fait? Ça vient d'une coutume qu'on connaît au Rwanda sous le terme de ngukuna. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as la vidéo de ngukuna. Donc en fait, le ngukuna, c'est totalement l'antithèse de l'excision. Les pratiques sexuelles rwandaises se sont évidemment modernisées, mais l'une des traditions qui persiste toujours, c'est le gukuna. Une coutume millénaire assez inusitée. Julienne, une maman de 54 ans, a accepté de m'en parler en compagnie de 2 de ses amis. Bon, je vais vous le dire tout de suite, le gukuna, c'est l'étirement des petites lèvres de la vulve jusqu'à ce qu'elles atteignent une longueur, disons, impressionnante. Ça de là? Oui. Ça de là? Oui. Mais est-ce que la femme a du plaisir avec ça? Oui, c'est bon pour elle. Et l'homme? L'homme, il est content? Oui. Ah oui, parce que l'homme est content, donc il caresse plus la femme. L'homme est content, la femme est contente. OK. C'est un moyen d'attirer les caresses, quoi. OK. J'ai eu la chance de vivre dans beaucoup de pays africains, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Centre. Et j'ai constaté que, par exemple, ici à côté, en Ouganda, il y a des cas d'excision, au Kenya, en Somalie, en Éthiopie. L'excision, telle que je l'ai appris, c'est pour empêcher la femme d'être infidèle. Au Rwanda, on fait le contraire. On tire les petites lèvres, le clitoris, pour l'hypertrophier, rendre plus sensible. Pour pratiquer le gukuna, on a besoin de plantes médicinales. Depuis très longtemps, les jeunes filles vont cueillir ensemble les herbes nécessaires et s'étirent mutuellement les petites lèvres. Mu Kinyarwanda arabyumva se. Mu Kinyarwanda ubundi ibi baho twarangiza tugafata amavuta y'inka
tukameranja tukavanga. Iyo bigeze kuri wa mubiri ushakishwa nyine bigira ikintu cyo kugira ngo bitumbe ku buryo bibasha gufatika. Ituma bigiriyeho ni kimwe no kurambura. Si ça fait mal comme ça, pourquoi est-ce que les femmes le font? Nyine urababara, nyine arababara ariko akabazi icyo agamije. Kugira ngo birambuke nyine nibyo ntanamwereka nuko bimeze. Uko buryo agira ubwoba ahubwo agasanga yarushije abagabo. Kukomera iyo bifite biba bwinshi. Je pense plutôt que ne pas faire, ça va te porter préjudice. Puisque tes copines vont te dire, mais toi, t'es pas comme ça. Tu sais pas ce que tu rates. Si une femme rwandaise ne fait pas ça, quelle est la réaction? Est-ce que c'est mal vu? Ni nabi rwose abasuzuguritse. No ukuvuga ngo ni wenyine abayitesheje agaciro ntago ari byiza. Là, vous vous demandez comment je fais pour comprendre. C'est simple, je lis les sous-titres. Hein? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise chose, cette pratique? Yego. Oui. Urumva? Hari biratwikira nyine ni ishema ry'umukobwa. Ni umuco utagomba no gucika. Est-ce qu'il faut le faire toute la vie? Ni 5 ni 6 gutyo. 10 umukobwa. Bikazamuka noneho bikagera muri 16 ubundi iyo yagiye mu mihango rimwe na rimwe ntibinaboneka neza. Giraho ugarukira. Toi, tu as une fille, est-ce que c'est important de le montrer à ta fille? Oui? Ni ngombwa cyane kuko uwo ni umuco wa Kinyarwanda. Ntako sinakwemera ko umukobwa wanjye abaho ntabyo afite ngo azajye kunkoza isoni. Le gukuna est une tradition de femmes. Les explications sont données par la mère ou par les tantes. Aujourd'hui, à cause de la mondialisation, le gukuna est en régression. Mais dans les milieux plus traditionnels, il fait encore partie des choses qu'il faut absolument enseigner à ses filles. Rero ndashaka kubikubwira nka mama wawe hepfo ahantu ugomba gukora ku gitsina gufata ugakura umubiri umunsi kugira ngo yimare umugabo. Est-ce que c'est une pratique qui devrait être exportée? Pensez-vous qu'au Canada, par exemple, on devrait faire ça? Yaba byiza rero si ko namwe mwabyigisha abakobwa banyu bakakopera bagakundana akabanza no akareba aho bitandukaniye ni wabo ibyabo. Peut-être si tu rencontres une femme qui ne l'a pas fait, tu vas dire à ton copain, bon, ça passe quoi. En tout cas, moi, je préfère ça. Tu as une partenaire qui est sensible et en plus de plaisir. Et puis, moi, je pense que sexuellement, le plaisir est partagé quand c'est de deux côtés. Donc là, on voit que le gukuna, c'est totalement l'opposé de l'excision. Parce qu'avec l'excision, on va mutiler le sexe de la femme. Tandis que là, on va étirer. Donc là, par exemple, vous avez une représentation de ce gukuna. Donc c'est l'étirement pour amplifier le désir de la femme. Là où les autres réduisez le plaisir de la femme. Donc on voit que ça et son gukuna, généralement vous l'entendez pour le cas du Rwanda. Mais ce sont des pratiques dans toute l'Afrique qu'on retrouve ça. Peu importe l'endroit de l'Afrique, ceux qui sont restés authentiques, tous pratiquent le gukuna. Donc on voit que c'est totalement l'opposé de l'excision. Et ça, c'est justement ce qui représente la culture africaine, la tradition africaine. Donc on va étirer les lèvres, on va étirer les clitoris. Et ça, justement, ça va provoquer, du moins, le gukuna va avec une pratique qu'on appelle au Rwanda le kunyanza. Donc le kunyanza, c'est la manière de stimuler la vulve qui mène à ce qu'on appelle l'éjaculation féminine. Donc on voit que c'est totalement l'inverse de ce que l'on voit, qu'on a présenté chez du côté des Eurasiatiques.
Et ce ngukuna là, vous le retrouvez partout en Afrique. Même en Égypte pharaonique, vous avez des textes par exemple qui disent que Isis, donc c'est la première femme d'après la cosmogonie égyptienne, on représente souvent Isis avec un phallus en forme de couteau, parce qu'elle possède la virilité. Donc si elle possède la virilité, ça veut dire qu'elle n'a jamais été excisée. Donc si Isis n'a jamais été excisée, on ne peut pas dire que ce sont les Égyptiens qui ont inventé cette pratique-là. Alors, donc là où on voit avec le ngukuna, donc pour les femmes, vous allez voir que chez les hommes, on retrouve la même chose. Parce que vous avez des plantes ou des pratiques qui permettent d'élargir également la taille du sexe de l'homme ou d'amplifier son plaisir. Donc vous avez par exemple ce qu'on appelle, je crois que dans la région de l'Afrique du Togo par exemple, le ngoun ou le fond nyabikpo. Donc c'est ce qui est également appelé saucissonnier. Donc c'est cet arbre-là, ce fruit. Et ici vous avez le yoimbe. Donc là, je vous laisse regarder. Donc ça, ce sont des plantes qui permettent également, vu que j'ai montré avec le ngukuna qu'on amplifiait donc, le plaisir de la femme, mais ça va également du côté de l'homme, on va amplifier le plaisir de l'homme. Donc il n'y a pas de mutilation ou d'inégalité, pour reprendre des termes très en vogue aujourd'hui. Donc là vous avez le fameux saucissonnier au feu baobab et les plantes, c'est le yoimbe et autres. Donc là, on voit que les Africains n'auraient jamais pu inventer ce qu'on appelle mutilation génitale féminine. Alors, on va aborder un autre thème qui est celui de l'art. Comment les Africains représentent-ils l'art, hein? La femme dans l'art. Et bien, vous allez remarquer que dans l'art, même dans l'art, on représente la femme avec son clitoris. Donc, si on était dans une civilisation, dans une culture d'excision, on n'aurait jamais pu représenter la femme avec son clitoris. Alors que là, ça par exemple, on dit que les Dogons, donc c'est un peuple notamment qui vit notamment au Mali, on dit que les Dogons pratiquent l'excision depuis très longtemps. Or là, vous avez la représentation dans l'art Dogon d'une femme. Et on voit là que cette femme a un clitoris proéminent. On remarque bien les seins et autres, donc on ne peut pas se tromper. Ça c'est au Dogon, au Mali, chez les Dogons. Donc on voit que la femme est représentée avec son clitoris. Alors ici, donc vous avez d'autres représentations de la femme. On voit que là, je vais vous laisser regarder. Vous allez voir que dans toutes ces représentations, vous avez la femme avec leur organe sexuel intact. Donc on ne peut pas pratiquer quelque chose si on représente l'inverse de cette chose-là. Donc ça c'est au niveau de l'art. Même l'art confirme tout ce que l'on vient de dire. Batata ba mama. Mbote na bino nyonso. Dans notre ouvrage intitulé L'excision, aux sources d'une coutume eurasiatique, nous avons parfaitement démontré que l'excision sous toutes ses formes n'est pas une tradition ou coutume kamite. Et l'un des arguments consistait également à dire qu'on n'a retrouvé aucune preuve manuscrite ou iconographique présentant des femmes ou des jeunes filles excisées, du moins dans la tradition kamite. Alors, nous sommes actuellement à la bibliothèque et nous avons cherché en fait des images présentant la femme kamite. Et nous allons voir que sur ces images qui parlent d'elle-même, aucune fille n'est excisée. Alors, la première image, c'est celle-ci. On représente la fille toute nue, avec son organe génital intact. On peut le constater par nous-mêmes. Une seconde image. C'est une mère allaitant ses enfants. Cette image nous vient du Mali. Elle est intitulée Maternité Djeneke. C'est au Mali. Donc au XIIe siècle. Et on peut vérifier ici que cette mère est représentée avec son organe génital intact. Il n'y a pas de trace ni d'infibulation ni d'excision. Rien ne nous le montre.
Par contre, on peut voir au niveau de l'homme, ça c'est un homme avec les mains en l'air. On peut voir qu'au niveau de son appareil génital, il y a bien une trace de circoncision. Et cette image nous vient des Dogons, toujours au Mali. Poursuivons notre enquête. Ici, on nous représente une femme sur un casque. Et cette femme également, elle a son appareil génital intact. Rien ne suggère une trace d'excision, d'infibulation, de nymphotomie, que sais-je. Donc l'art africain semble confirmer l'absence d'excision dans la tradition kamite millénaire. Alors nous avons cette image encore plus parlante, puisque nous avons parlé dans notre ouvrage de l'unité culturelle kamite. Cette image nous vient. Alors, panneau de l'initiation Kimenki. C'est chez les Nkanu, en République démocratique du Congo. Donc, dans cette image, que voyons-nous? C'est une femme pendant l'initiation. Et observons bien, sur cette image, le clitoris de la femme est clairement représenté. On peut le constater ici. Il n'y a aucune preuve, aucune trace, d'excision, de nymphotomie, d'infibulation et autres pratiques de mutilation génitale féminine. Donc l'art kamite parle de soi-même. Ici nous avons les jumeaux. Donc le sexe du garçon, celui de la fille, bien dessiné. Il n'y a aucune trace d'excision ni d'infibulation. Et encore moins de nymphotomie. Nous avons également une autre image encore plus parlante. Cette image nous vient de la République du Bénin. Masque de ventre Nago, rituel de Ngelende. Sur cette image, c'est une femme, hein. On le constate clairement, il y a ses seins, et focalisons-nous au niveau de son appareil génital. Que remarquons-nous? Que son clitoris, son appareil génital, ses lèvres sont bien présentes. Tout est représenté de façon flagrante. Et rien à nouveau ne laisse suggérer la présence d'excision, de nymphotomie, des mutilations génitales féminines en général. Voilà, là c'est l'art qui parle, l'art kamite. Parce que si l'excision était une pratique kamite, au niveau de l'art, je ne pense pas qu'on aurait représenté des femmes avec leur organe génital intact. Donc ça, c'est au Bénin. Alors que quand on lit dans certains ouvrages, on nous dit que au Bénin, on pratique l'excision. Alors si c'est le cas, comment expliquer dans l'art la présence de cet organe génital intact de la femme? Alors ici, c'est encore une femme, hein. C'est une statue fond, Mambeya, donc c'est le Cameroun. Donc on voit bien que c'est une femme avec ses seins et au niveau de l'appareil génital. À nouveau, tout est représenté sans excision, sans nymphotomie, sans infibulation. Il n'y a aucune trace de mutilation génitale féminine. On peut le constater ici.
On voit bien la proéminence du clitoris, les lèvres intactes. Donc tout est bien représenté. Rappelons qu'à Téméré non plus, on n'a pas retrouvé d'image de femmes excisées, puisque certaines personnes soutiennent que l'excision, ça nous vient de là, de cette fameuse Égypte antique, alors qu'on n'a aucune représentation iconographique, manuscrite, etc. de cela. Donc là, toujours au Cameroun ou Guinée équatoriale, en Guinée, on voit toujours la femme bien représentée. Et au niveau de son appareil génital, c'est toujours intact. Ici, on peut voir clairement le clitoris représenté et les lèvres de l'appareil génital intactes. C'est clairement représenté. Voilà le gros plan. On distingue clairement l'appareil génital avec ses points les plus saillants. Donc là, il y a le clitoris, les lèvres et autres. Voilà. La preuve par l'image. Par contre, au niveau de l'homme, bien sûr, ça c'est un homme. On voit bien qu'au niveau de son appareil génital, voilà, c'est la circoncision. Le prépuce a été enlevé. Ça, c'est l'art kamite qui parle. Donc, chez l'homme, il y a bien la circoncision, ou possibilité de circoncision, tandis que chez la femme, il n'y a ni circoncision, ni excision, ni infibulation, ni autre mutilation génitale. Donc ça, c'est toujours un garçon, représenté ici, et on voit bien qu'au niveau de son appareil génital, il n'a plus son prépuce. Donc on voit bien, on marque bien l'absence de prépuce. Il a bien été circoncis. Alors ça, c'est une image très importante, du moins de notre point de vue. Ça, c'est une femme. Donc on voit bien les seins de la femme, saillants et autres, on distingue parfaitement. Et c'est une sculpture Télème du Mali. Donc elle nous vient des falaises de Bandiagara. Or, il faut savoir que les Dogons, on dit que les Dogons également habitent cette falaise de Bandiagara. Or, ici, que constatons-nous? La femme est représentée, on voit bien ses seins, au niveau de l'appareil génital. On constate bien qu'ici, il y a son clitoris qui est bien saillant et correctement représenté. Voilà le clitoris. Alors, comment se fait-il que les Dogons, qui semble-t-il, pratiquent l'excision, qui est une coutume, une tradition de chez eux, tandis que dans l'art, ils représentent la femme avec son appareil génital intact? Voilà. Ça, c'est l'art qui parle et l'art Dogon. Ça nous vient du Mali, cette image. Et elle date, semble-t-il, du XVIe siècle. Voilà. Tout est intact et il n'y a pas de trace d'excision. Même chez les Dogons qui, semble-t-il, d'après leur asiatique Marcel Griol, pratiquent l'excision. Parce qu'il est vrai que l'excision chez les Eurasiatiques, moi je sais qu'enfin, j'ai connaissance de cette excision chez les Dogons à travers l'ouvrage de l'Eurasiatique Marcel Griol. Si tant est que ce qu'il écrit se fait dans la réalité. Alors, ici, on a également une autre image. Ça, c'est une représentation d'une femme. C'est un instrument de musique. On peut voir qu'au niveau de l'appareil génital également, tout est représenté correctement. Il n'y a pas de trace d'infibulation. Là, les lèvres de la femme, son clitoris ici.
C'est vrai que selon les positions, ben, le clitoris est saillant ou pas, ou moins. Ben, ça c'est un jeune homme. On voit qu'au niveau du jeune homme, ben, il y a la circoncision qui est là, qui est intervenue. Alors ici, nous avons également une autre représentation d'une femme, les mains en l'air. Quand on se rapproche, on voit au niveau de l'appareil génital, il n'y a aucune preuve d'excision, hein, ni de nymphotomie. Donc les lèvres de la fille, petites comme grandes, sont bien représentées. L'appareil génital est intact. Donc ça c'est en République démocratique du Congo, statut Lenga. Voilà, tout est correctement représenté. Ici encore on a de jeunes filles, hein, avec leur organe génital bien représenté. Voilà, on distingue tout clairement. Donc il n'y a pas de doute que l'art kamite ne représente pas d'excision. Parce que si l'excision est une tradition kamite, on devrait retrouver des iconographies de tels monuments avec de telles traces. Comme chez le garçon c'est bien représenté, on constate clairement la circoncision. Par contre chez la femme tout est intact. Il n'y a ni circoncision féminine, ni infibulation, ni nymphétomie. Voilà comment nos ancêtres se représentaient et comment nous nous représentons nous-mêmes dans la tradition. L'excision est bien un leurre culturel chez les Kamites qui la pratiquent. Ici, ben, c'est encore chez les Dogons. Hein. Dogons au Mali. C'est une représentation, la représentation d'une femme. On remarque bien les seins. Et l'appareil génital, ben, intact. On remarque bien le clitoris. Alors comment se fait-il que les Dogons puissent pratiquer l'excision s'ils représentent la femme avec leur clitoris et leur appareil génital intact? Ici, c'est toujours chez les Dogons, Pilis de 1000 Dogons au Mali. Elle date du 16e, 17e siècle de l'ère eurasiatique. Donc voilà, ben, la femme, la mère, on remarque bien ses traits, elle est toute belle. Il a son appareil génital intact, hein. Il y a la fente, tout est bien clairement mentionné. Il n'y a aucune trace d'excision, hein. On peut le constater. Toujours chez les Dogons. Représentation d'une jeune fille au Burkina Faso. Avec son appareil génital intact. Hein. Et toujours au Burkina Faso, regardez ici. On voit bien les seins de la jeune fille, donc il n'y a pas de doute sur le sexe de la personne. Hein. Et quand on se rapproche, on voit qu'au niveau de l'organe génital, il y a le clitoris qui est bien mentionné. Hein. L'organe génital, les lèvres, de part et d'autre, et le clitoris qui est saillant. Je ne sais pas si avec la caméra tout est clair.
Mais en tout cas, moi je vois parfaitement et c'est bien représenté. C'est vrai que l'image est toute petite et minuscule, oui. Donc on voit que dans l'art, nos ancêtres, ça c'est au Burkina Faso, Potomossi, chez les Mossé. Donc tout est parfaitement représenté, clairement. Alors, ici c'est en Côte d'Ivoire. Hein. C'est une femme représentée en Côte d'Ivoire. On voit bien le corps, les seins. Et quand on se rapproche au niveau de l'appareil génital, là on voit parfaitement l'organe génital bien représenté. Le clitoris est toujours là. Voilà. Avec les lèvres toujours intactes. Hein. Il n'y a pas d'excision, de castration, ce genre de coutume eurasiatique. Hein. Alors c'est à se demander même à partir de quelle époque nous avons commencé à pratiquer l'excision chez nous. Donc c'est en Côte d'Ivoire, c'est Nouveau. Donc on voit que la femme est représentée avec son appareil génital intact. Hein. Voilà. Alors ici c'est au Nigeria. Hein. Statue mentale au Nigeria. Donc on voit bien la femme qui est représentée avec son appareil génital toujours intact. Il n'y a aucune trace de mutilation génitale féminine. Alors une autre image, toujours une femme représentée, on voit bien les seins. Et quand on se rapproche, l'appareil génital toujours intact, le clitoris toujours bien mentionné, hein, les lèvres intactes. Et quant à l'homme, l'homme est toujours ici représenté avec son sexe circoncis. Ce n'est pas le cas pour la femme. Alors ici c'est au Gabon. Ça date du 19e siècle, Porte Pounou. Donc on voit ici que la femme, elle est dans tous ses états, hein, bien représentée, les jambes écartées. On voit bien que son organe génital est intact. Il n'y a aucune trace visible matérielle des mutilations génitales féminines. Donc ça, à nouveau, c'est l'art kamite qui parle, hein, comment nous on se représentait, comment représenter l'homme, comment représenter la femme. Ce sont des preuves, des faits matériels qui démontrent bien l'absence de l'excision dans la tradition kamite. Alors ici, c'est chez les Andés, en RDC, on représente la mère avec son enfant. Hein, et quand on se rapproche, on peut remarquer que l'appareil génital de la mère est intact. On voit bien les lèvres, le clitoris et il n'y a aucune trace de mutilation génitale féminine. Donc dans la tradition kamite, on n'agresse pas la femme. Voilà. Tout ça c'est correctement représenté. Et là on peut voir la représentation d'un homme, avec son appareil génital également. Hein. Tout est là, il n'y a pas de castration. Comme chez les Arabes par exemple. Alors ici, chez les Songhai, c'est un siège porté par une femme, une mère, on voit bien ses seins. Et quand on se rapproche de l'appareil génital, mais là c'est vraiment saillant et il n'y a aucun doute. Hein. On voit bien que les lèvres sont représentées, le clitoris est saillant, parfaitement représenté. Il n'y a aucun doute sur l'absence des mutilations génitales féminines, donc de l'excision sous toutes ses formes. Voilà. Ça, c'est nos ancêtres qui parlent, c'est notre art qui parle, c'est notre tradition qui parle.
Donc on voit bien que l'excision est entrée par la petite fenêtre dans la tradition actuellement. Alors une autre image, ça c'est au Nigeria. C'est une mère représentée ici. On voit bien ses seins. Donc c'est chez les Mambila, Nigeria, en terre cuite. Voilà, et quand on se rapproche de l'appareil génital, ben, on voit que son sexe est intact. Ici, ben, il y a le clitoris qui est bien saillant, proéminent, et de part et d'autre, les lèvres de la femme, de son organe génital. Voilà. Voilà ce que nous dit la tradition kamite. Voilà ce que nous apprend l'art kamite. Donc, je pense que nous avons rapporté un maximum de preuves pour démontrer que l'excision n'est pas une coutume kamite, mais bien eurasiatique. Donc, les Arabes, les Européens, les Asiatiques, les Juifs, etc. Comme il a été si bien démontré dans notre ouvrage, l'excision aux sources d'une tradition et coutume eurasiatique. Vous remercions. Donc là, vous pouvez bien voir qu'il y a tout le sexe intact avec le clitoris et les lèvres qui sont bien là. Parce qu'il faut savoir que l'art représente ce qu'est une société. Donc si l'art dit l'inverse de ce qu'on vit dans la société, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc vous avez des photos du Mali, vous avez du Sénégal, vous avez en Afrique centrale, le Congo par exemple. Voilà. Alors. Ma fille m'a adoré. Mais tu l'as vu? La dame, elle a bien pris en examen. Parce qu'elle corrigeait le bas, elle fait la bédaction. Alors, maintenant, comment l'excision, comment aujourd'hui certains pays d'Afrique en sont venus à exciser? Donc, j'ai expliqué au départ, comme on l'a vu avec le cas de l'Égypte pharaonique, qu'il y a eu des invasions étrangères, et ce sont ces invasions étrangères-là qui ont introduit ces nouvelles pratiques en Afrique. Donc, pour le cas de l'Égypte pharaonique, vous avez par exemple un auteur, donc Al-Did Abou Salih, qui écrit que, alors, donc, le docteur Fayed dit à ce propos qu'il reste cependant à relever que le lien fallacieux entre les pharaons et la circoncision féminine pourrait provenir de la période de la décadence de l'Égypte soumise aux conquêtes étrangères. Donc là, on voit que c'est une fois que cette Égypte pharaonique a été conquise par des étrangers que ces pratiques ont pu entrer dans le pays. Et c'est la même chose qu'on va retrouver dans le reste du continent. On dit par exemple que le Soudan actuel pratique l'excision. Sauf que quand vous interrogez les Soudanais qui ont gardé la mémoire de leur histoire, ils vous disent que l'excision... Alors, là c'est une citation, les Soudanais, en ce qui concerne la circoncision féminine, elle est appelée au Soudan encore aujourd'hui circoncision pharaonique. Les Soudanais estiment que la conquête égyptienne avait emmené cette pratique dans leur pays. Donc là, on voit que les Soudanais disent qu'ils ont été conquis par des Égyptiens, mais ce qu'on appelle là les Égyptiens, c'est les Égyptiens qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce sont des Arabes qui ont apporté dans leur pays cette coutume-là, qui est entrée dans les mentalités. Alors, vous avez d'autres auteurs qui disent ceci. Alors, ça c'est, comment il s'appelle, Michel Ehrlich, dans son ouvrage La femme blessée, qui écrit ceci. Pour Hubert, donc en 1966, cette dernière, donc l'excision, ne serait apparue à Harar, donc en Éthiopie, au 19e siècle, sous l'occupation égyptienne, donc l'occupation arabe. Alors qu'on dit que l'Éthiopie actuellement pratique l'excision, et on dit que c'est originaire d'Afrique, alors que cet auteur nous dit que c'est n'est apparu dans ce pays qu'en 1966. C'est également à la même période que Duponchel, en 1975, situe l'adoption de l'excision par les Baoulés de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ça se pratique chez les Baoulés en Côte d'Ivoire, mais que depuis 1975, alors qu'on nous fait croire que c'est une pratique antique en Afrique. Seligman, en 1936, ne mentionne pas cette opération chez les Noubas du Soudan méridional, alors que Nadal,
en 1947, on fait état 11 ans plus tard dans cette même ethnie. Donc il y a une ethnie qui, 11 ans auparavant, ne pratiquait pas l'excision, et plus tard, on vient à pratiquer cela. Donc on voit que c'est suite au contact violent avec d'autres populations que cette pratique, c'est un ensemble de pratiques, ont pu pénétrer l'imaginaire de ces populations-là. Donc, ce qu'on appelle l'excision, que ce soit excision, infibulation, mutilation, tout ça en fait, c'est ce qu'on appelle les séquelles laissées durant ce contact violent en Afrique. Et vous allez d'ailleurs voir que le rapport que j'ai cité de l'OMS au départ nous dit qu'au Pérou, du moins en Colombie par exemple, ou au Pérou, il y a l'excision qui se pratique. Or, les Colombiens eux-mêmes, ils disent que l'excision, donc ça je vais citer, selon Siagama de Crires, les recherches de la communauté Ebera ont montré que cette pratique, donc l'excision, n'était pas traditionnellement indienne, mais avait été apportée par les Européens il y a plus de 500 ans. Donc, même en Amérique du Sud, ce sont les Européens qui ont emmené cette pratique chez eux, dans cette communauté Ebera-là. Donc, eux-mêmes, ils disent aussi cela. Moi, par exemple, je suis allé au Pérou, je n'ai pas vu de population excisée là-bas. Mais dans le rapport de l'AMS, ils vous disent que l'excision existe dans ce pays. Alors, donc, en termes de solutions concrètes, on a vu que l'excision, ce n'est pas une pratique africaine, du moins originaire africaine, et rien que pour cela, s'il faut parler de solutions, c'est d'aller sur place, plutôt que d'aller faire de la morale aux Africains comme quoi ils sont barbares, ils inventent des pratiques barbares, c'est de dire aux Européens que vos pratiques, on n'en veut plus, repartez avec vos pratiques parce que ce n'est pas de notre tradition. Donc il faut aller convaincre ceux qui disent que c'est des coutumes africaines, que ce n'est pas la coutume africaine, et parce que ce n'est pas notre culture, il faut abandonner cela. Donc le deuxième point, ce serait, pour mettre fin à cela, de revenir à ce qu'est notre culture. Notamment, on a parlé du Mukuna et toutes ces pratiques-là qui figurent dans les rites d'initiation authentiques de l'Afrique. Et un troisième point qui va être une provocation, c'est de dire aux Africains et aux Africaines, puisqu'on voit que ce que font les Occidentaux, c'est quoi pour nous dénigrer? Ils vont mettre sur pied des associations pour aller lutter contre la barbarie africaine en Afrique. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de créer aussi des associations, et puis ça crée de l'emploi, pour lutter contre les mutilations génitales féminines européennes en Europe. Vu qu'on voit, et on a montré qu'ils excisent leurs propres femmes. Donc on peut également faire la même chose. Voilà ce que je pouvais dire sur ce dossier. Je vous remercie. Tu es devenu très bien métier, un peu plus vite que d'habitude. Bon.